Je vais vous parler un peu de ce qu'a produit la littérature depuis un an sur les fuites paraprothétiques. Alors, il y a beaucoup de choses et de plus en plus de choses qui sont publiées. Avant, on avait droit essentiellement à des cas cliniques et des petites séries, et c'est vrai qu'on commence à avoir des registres qui sont publiés qui sont assez intéressants. Très rapidement, en préambule, les fuites paravalvulaires, c'est 5 à 17% post-remplacement valvulaire. Le traitement de référence à l'heure actuelle, ça reste la chirurgie Redux, mais qui est grévée d'une mortalité et d'une morbidité élevée. Donc depuis maintenant au moins une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, il y a une émergence des techniques de correction percutanée de ces fuites. Et probablement qu'avec l'avènement de l'interventionnel structurel, de plus en plus de gens s'y intéressent et se lancent dans ce genre de procédures. Donc j'ai essayé de faire un best-of entre guillemets de ce que j'avais trouvé dans la littérature, soit par des registres de taille significative, soit parce qu'il y a des équipes avec des activités plus restreintes, mais qui ont des idées qui me semblent intéressantes. Donc en premier lieu, cette étude de la Mayo Clinic, qui est une étude rétrospective monocentrique, qui a recensé 80 patients porteurs de fuites paraprothétiques sur des valves aortiques uniquement, et qui a été publié en 2016 dans le JACC Intervention. Donc le profil des patients de cette étude, c'était principalement des patients qui étaient envoyés à la fermeture périprothétique en raison de signes d'insuffisance cardiaque. Une assez faible proportion d'indications était posée sur des critères d'hémolyse, même si l'hémolyse en elle-même était présente chez d'assez nombreux patients. C'était des patients qui étaient relativement sévères sur la symptomatologie, puisque la majorité était en stade 3 de la NYHA et avec un risque opératoire relativement élevé. Les procédures chez ces patients-là ont été réalisées avec succès dans 90% des cas, avec dans la majorité des cas une prothèse implantée. Le plus souvent, le vascular plug 2 qui était choisi comme prothèse dans cette étude, avec un résultat sur la fuite qui était correct, puisque plus de la moitié avait une fuite résiduelle minime. Il y a 3 techniques qui étaient utilisées, et c'est quelque chose qui est probablement intéressant, qui sont décrites dans cette étude. Alors il y a la technique cathéter only, qui est probablement celle qui est faite le plus souvent quand il y a un défect relativement étroit et qu'on pense pouvoir fermer avec une seule prothèse. Elle a l'avantage d'être la plus rapide et l'inconvénient d'entraîner des difficultés de refranchissement d'une fuite résiduelle après l'implantation d'une première prothèse. Donc pour pallier à ça, il y a la technique anchor wire, qu'on pourrait dire la technique de l'ancrage, qui permet de garder du matériel dans le défect pour implanter éventuellement une deuxième prothèse. Et puis dans les cas les plus complexes où on a des difficultés de positionnement des prothèses, une technique de rail artério-artériel qui permet de stabiliser l'ensemble. Alors, quelque chose d'assez intéressant dans ce registre, c'est qu'ils ont essayé de trouver les critères prédictifs d'échec. Et finalement, bon, il y a les antécédents d'endocardite infectieuse. On peut imaginer que les tissus sont plus fragiles et plus difficiles à appréhender en termes de morphologie de la fuite dans ce contexte-là. Et le fait qu'il existe plus qu'un défect périprothétique qui entraîne un succès moindre. En termes de résultats, il y a des survenues de complications intra-hospitalières qui sont finalement assez faibles pour ces procédures. Les complications à 1 mois sont également assez faibles. Il y a globalement une amélioration fonctionnelle avec un gain d'une classe NYHA en moyenne. Le suivi à long terme était relativement correct, puisque c'est à peu près 27 mois. Alors ça reste des patients sévères, donc il y a une mortalité élevée. Il y en a quand même 13% qui ont dû nécessiter un remplacement valvulaire Redux, 5-6% qui ont nécessité une nouvelle procédure de fermeture percutanée, et une grande partie avait quand même des nouvelles hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Là, vous voyez l'amélioration fonctionnelle qui, en fait, est d'autant meilleure que la diminution de la fuite est importante. Évidemment, quand il y a une fuite résiduelle qui est minime, il y a une meilleure amélioration fonctionnelle. Et globalement, sur la population de cette étude, on voit sur le diagramme en bas à droite que
il y a quand même une grande proportion de patients qui semblent améliorer sur la symptomatologie. Et en ce qui concerne la survie sans chirurgie, eh ben, elle est corrélée de façon assez évidente au fait que la fuite résiduelle est faible. Donc cette étude est intéressante pour la faisabilité de ces procédures de fermeture de fuite paravalvulaire aortique. Il est probablement très important de bien planifier ces procédures, c'est ce qui ressort de la discussion, avec notamment l'utilisation par les auteurs du scanner, mais en fait il n'y a pas de données qui soient publiées là-dessus. Il y a une amélioration clinique qui est liée au succès en termes de diminution de la fuite. Il y a en revanche pas de détails sur les types de complications qui sont survenues pour ces procédures. Un deuxième papier qui est d'une équipe polonaise, c'est un registre prospectif polonais qui a étudié une technique un peu différente pour la fermeture, c'est-à-dire que leur objectif c'était d'implanter d'emblée plusieurs prothèses vasculaires plug 3 de petite taille pour faire un espèce de comblement maximal du défect. Donc il y a 49 patients qui ont été inclus dans ce registre pour 54 procédures au total. Donc c'est des patients assez classiques pour ce type de registre. La seule chose qui diffère probablement, c'est qu'ils n'ont pas exclu les patients qui avaient des antécédents d'endocardites, alors que assez souvent c'est un critère d'exclusion. Des patients assez sévères là de nouveau en termes de symptomatologie, qui avaient une hémolyse dans 10% des cas également, et un Euroscore 2 assez élevé, donc un risque opératoire important. Ce sont des fermetures de fuite paravalvulaire de prothèses aortiques ou mitrales. Il y a un taux de succès qui est assez remarquable, puisqu'il y a sur les valves aortiques, il y a 100% de succès pour 20 procédures par voie rétrograde transartérielle. Pour les valves mitrales, il y a 4 procédures transapicales avec 100% de succès, 25 procédures transseptales avec 18 succès sur 25. Et puis ces patients ont pour certains été repris par voie transapicale avec là de nouveau un succès. Donc finalement, ils ont 46 patients chez qui ils ont réussi à fermer la fuite avec succès, c'est-à-dire avec une diminution importante de la fuite, et uniquement 3 patients chez qui ils n'ont pas réussi. En termes de complications, elles sont assez faibles également, puisqu'il y a finalement un patient qui est décédé dans la population chez qui il y a eu un échec de procédure, et puis sinon des complications qui peuvent survenir pour tout type de manipulation intracardiaque au cathétérisme interventionnel. Alors c'est intéressant de voir que de façon assez systématique, sur les fuites mitrales, il y a 2 ou 3 prothèses qui sont implantées, et pour les fuites aortiques, c'est un peu moins fréquent, probablement parce que les défects sont souvent plus petits, puisque la circonférence de la valve aortique est moindre. Il y a donc un excellent résultat en termes de diminution de fuite, de sévérité de la fuite. Il y avait l'idée dans cette étude d'avoir une couverture du défect qui soit de 130% de la surface du défect. Donc le défect était évalué en ETO 3D avec une mesure de la surface du défect. Et en fait, l'objectif, c'était que la somme des surfaces de la partie centrale de ces prothèses soit supérieure à 130% de la surface du défect. Donc c'est vraiment de remplir au maximum le défect, et pour espérer qu'avec les interactions entre les prothèses, il y ait un comblement maximal. Et effectivement, ça a l'air de bien fonctionner sur la diminution de la fuite, et il y a aussi des très bons résultats sur la symptomatologie, puisque la majorité des patients sont nettement améliorés en termes de NYHA, et il y a aussi assez peu d'événements cardiovasculaires qui surviennent au terme d'un suivi de 12 mois. Donc ce registre polonais a des très bons résultats avec cette technique. Moi j'ai trouvé que c'était même peut-être trop bon et un peu presque étonnant. Donc c'est une technique nouvelle de mettre de multiples prothèses de petite taille d'emblée pour un remplissage maximal du défect. Pour partir un peu plus loin, au Brésil, donc ça c'est une étude assez simple, rétrospective, monocentrique, qui a comparé le traitement chirurgical versus le traitement percutané. C'est
au Brésil, ça montre quand même que maintenant, on commence vraiment à s'intéresser à ça partout, parce que les fuites paravalvulaires posent un problème clinique dans le monde entier. Donc on voit que c'est là de nouveau des patients qui étaient assez sévères, qui étaient en fait récusés par l'équipe chirurgicale pour un remplacement valvulaire rédux. Et dans ces cas-là, ils étaient attribués au groupe percutané. Donc il y a 10 patients qui ont eu une fermeture de fuite percutanée, versus 25 patients qui ont eu une reprise chirurgicale pendant la même durée. Les patients, là, de nouveau, sont assez sévères puisqu'ils sont en classe 3 de la NYHA majoritairement, notamment dans le groupe percutané. C'est des patients qui sont plus sévères. Ils ont une hémolyse assez importante dans les deux groupes et l'endocardite infectieuse était un critère d'exclusion pour la fermeture percutanée. Il y a une mortalité, une morbidité assez élevée chez ces patients-là, dans les deux groupes, parce que évidemment c'est des patients graves. Il y a quand même 2 patients sur 10 qui ont nécessité une reprise chirurgicale, un nouveau remplacement valvulaire ou une réparation valvulaire après la fermeture percutanée. Et puis des durées de séjour assez longues avec des complications importantes et un taux d'hémolyse post-procédure assez élevé, un peu plus que ce qui est rapporté dans la plupart des études jusqu'à présent. Donc c'est, en termes de résultats, c'est assez basique parce que c'est une étude assez descriptive, mais c'est important de voir, de continuer à appréhender ces patients comme des patients extrêmement fragiles et d'appréhender la procédure comme une procédure à risque avec des risques assez importants. Alors le grand registre paru en 2016, c'est celui qui est paru dans Circulation, le registre britannique, rétrospectif sur une dizaine d'années, multicentrique, 20 centres en Royaume-Uni et en Irlande, qui a inclus le plus large nombre de patients à ce jour, 259 patients pour 308 procédures. Donc les indications de fermeture percutanée, c'est en majorité de l'insuffisance cardiaque. Les valves impliquées, c'est les valves mitrales et aortiques évidemment essentiellement. On commence à voir les TAVI aussi qui sont éventuellement référés à ce genre de technique pour les fuites périprothétiques. Donc en ce qui concerne les procédures, on voit que la plupart des patients avaient un seul défect et dans la majorité des cas, une prothèse implantée, des défects qui semblaient quand même assez larges. Un taux de succès sur l'implantation de prothèses très élevé, 93% pour les valves aortiques, 86% pour les valves mitrales, et avec un succès sur la diminution de la fuite de 75% à peu près. Donc un résultat aussi correct à ce niveau-là. Le type de prothèse implantée, c'était principalement des vasculaires plug 3 avec un peu de tous les types de prothèses par ailleurs dans des plus faibles proportions. La prothèse Occlutech a eu le marquage, était disponible en tout cas au Royaume-Uni assez tard, ce qui explique qu'il n'y a pas encore une grande expérience avec cette prothèse-là. Alors en termes de résultats, c'est intéressant de voir que ce qui va impacter la mortalité des patients, c'est principalement leur terrain. Donc l'âge, la présentation, est-ce que c'est une procédure urgente ou programmée, l'insuffisance rénale. Et ensuite, il y a le nombre de défects qui semble important, même si c'est à la limite de la significativité. Et la classe NYHA lors du suivi, ainsi que la sévérité de la fuite. Pour la morbidité, là aussi, c'est le terrain avec le type de présentation, le fait qu'il y ait une hémolyse ou non, l'insuffisance rénale, le fait d'avoir une procédure sur une valve mitrale, peut-être parce que les patients avec une valvulopathie mitrale sont plus sévères habituellement. Et puis évidemment, le succès procédural va améliorer la survenue d'événements cardiovasculaires et notamment de tout ce qui est insuffisance cardiaque, réhospitalisation, etc. En termes de diminution de la fuite, il y a plutôt des bons résultats puisqu'on voit que la majorité des patients qui avaient une fuite sévère sont améliorés. En termes de classe NYHA aussi, il y a une amélioration de classe dans la majorité des cas. Donc c'est très intéressant parce que c'est le plus large registre qui a été publié à ce jour. Il y a des bons résultats techniques en termes de succès technique, c'est-à-dire on a réussi à implanter une prothèse, des bons résultats en termes de succès de la procédure, on a diminué la fuite, des bons résultats cliniques. Voilà. Il n'y a pas de comparateur, donc c'est difficile
de savoir ce que seraient devenus ces patients si on les avait adressés à la chirurgie ou si on s'était abstenu. On n'a pas non plus de données sur les facteurs d'échec ou de réussite. Ça montre quand même que cette technique est prometteuse. Probablement qu'il faut bien sélectionner les patients, notamment sur le terrain, parce que les patients qui sont à haut risque de morbimortalité, quelle que soit la procédure qu'on leur proposera, il faut peut-être plutôt s'abstenir. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il y a une tendance à de meilleurs résultats en termes de diminution de la fuite et de classe NYHA avec l'utilisation de prothèses oblongues qui sont le Vascular Plug 3 et l'Occlutech PLD, qui sont disponibles depuis un peu moins longtemps et qui donc pour l'instant ne sont pas très largement employés. Ensuite, une petite étude comparative turque qui est parue également en 2016, qui n'est pas randomisée et qui a comparé en fait les prothèses utilisées off-label et l'Occlutech PLD qui est disponible depuis quelques années. C'est une étude qui a été réalisée dans 2 centres en Turquie qui faisait suite à une première publication de 2 cas réalisés avec succès l'année dernière, dont on avait parlé, je crois, il y a 1 an. Bon, là encore, c'est des procédures comme on a l'habitude d'en voir. Le groupe 1, en fait, ce sont les prothèses off-label et le groupe 2, la prothèse Occlutech. Donc il y a des voies transseptales dans la majorité des cas, des voies apicales également de temps en temps. Il y a un nombre de défects mitral beaucoup plus élevé que les défects aortiques. Et le nombre de fuites était également plus souvent fermé en position mitrale qu'en position aortique. Alors là encore, on voit qu'il y a une diminution significative, enfin significative, pas statistiquement, puisqu'il n'y a pas de données statistiques là-dessus, mais d'après leurs données observationnelles, il semblerait qu'il y ait une franche amélioration en termes de diminution de la sévérité de la fuite et de diminution de la symptomatologie en termes de classe NYHA. Alors il y a quand même des choses qui sont un peu gênantes dans ce travail, c'est que les patients n'étaient pas contre-indiqués à la chirurgie, donc la fermeture de fuite périprothétique par cathétérisme était utilisée comme alternative à la chirurgie, après accord des patients. C'est intéressant de voir qu'ils ont utilisé une prothèse dédiée et c'est les premiers à avoir essayé de comparer cette prothèse dédiée par rapport aux autres prothèses. Et en fait, il n'y a pas réellement de différence en termes de résultats. Il n'y a pas de données sur les potentielles difficultés d'implantation de cette nouvelle prothèse. Je pense que pour finir, donc ce dernier travail qui est paru il y a quelques jours, dans JACC Intervention, qui est un travail nord-américain, une étude rétrospective pendant une dizaine d'années qui a comparé également la chirurgie versus le traitement percutané pour les patients porteurs de fuite périprothétique. Donc c'est pas un travail randomisé, hein, les patients étaient adressés pour une fermeture percutanée en cas de contre-indication et quand ils étaient récusés par l'équipe médico-chirurgicale pour un remplacement valvulaire Redux. Les patients porteurs d'endocardite étaient quand même plus souvent réopérés, même s'il n'y avait pas d'exclusion complète pour le traitement percutané. C'était principalement des prothèses mitrales. Et en fait, on s'aperçoit que, en termes de score de risque, les patients sont assez similaires, en fait, ce qui a l'air d'orienter plutôt les médecins à les envoyer à la chirurgie, c'est la sévérité des symptômes. Moins ils sont sévères et plus ils vont aller vers la chirurgie. C'est intéressant aussi là de voir qu'il y a de plus en plus de patients porteurs de valves percutanées qui sont adressés pour la fermeture percutanée de fuite périprothétique. Alors il y a là aussi une particularité technique qui est apparue au cours de leur travail, c'est la façon d'utiliser les prothèses qui est décrite. Alors il y a la technique de la ceinture, où la prothèse est implantée de façon symétrique. Hein. On place la partie centrale de la prothèse au cœur du défect périprothétique, qui était la technique qu'ils utilisaient au début. Et ensuite, ils ont utilisé la technique du chapeau ou de la casquette, où ils essayaient de plaquer le disque
de la prothèse le plus possible contre la partie ici dans la chambre de chasse du ventricule gauche pour une valve aortique. Il y a plutôt des bons résultats, assez peu de complications pendant l'hospitalisation, un succès clinique intéressant à 30 jours, plus de réadmission pour les patients chirurgicaux, ce qu'on peut comprendre c'est peut-être lié aux complications de la chirurgie. Donc c'est une étude comparative qui est assez large, ce qui manquait probablement jusqu'à présent, où les résultats de la fermeture percutanée semblent corrects par rapport à la chirurgie pour des populations qui semblent finalement assez proches. Il y a moins de complications intra-hospitalières. Le succès clinique ne semble pas inférieur avec la fermeture percutanée, alors que souvent on a l'impression quand même que la diminution de la fuite est moins significative qu'avec une chirurgie réduxe. Et puis ils ont décrit une nouvelle technique d'utilisation des prothèses qui est peut-être intéressante. Donc en conclusion, il y a un intérêt pour ces procédures et une littérature qui sont en forte augmentation. Il y a évidemment des méthodologies très inégales parce que selon les pays, selon le nombre de patients, etc., beaucoup de choses sont critiquables. Les résultats comparatifs semblent assez prometteurs quand on s'évalue par rapport à la chirurgie. Il y a l'avènement des nouvelles prothèses qui est peut-être intéressant. Et il y a quelque chose qui, en revanche, est assez pauvre, je trouve, dans la littérature, c'est la recherche en imagerie pré- et per-procédurale, qui est probablement un enjeu important de la réussite de ces procédures. Alors peut-être que l'avenir, ce serait l'impression 3D des prothèses valvulaires qui permettrait d'avoir une idée plus précise de la morphologie des défects, de leur situation, etc. et de pouvoir faire une espèce de simulation ou d'entraînement avant la procédure pour savoir quel type de prothèse choisir et comment la positionner. Et puis il y a quelque chose, mais ça c'est probablement un peu du futur lointain, c'est l'holographie qui peut permettre peut-être aussi pour les cathétériseurs de mieux s'imaginer la situation des défects périprothétiques et la façon de travailler. Voilà, je vous remercie de votre attention.